Bienvenue sur la chaîne des histoires flippantes. La chaîne qui explore les mystères les plus perturbants de notre époque. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 histoires vraies qui vont complètement changer votre vision des disparitions. Car imaginez un instant que quelqu'un de votre entourage disparaisse sans laisser de traces, que vous fassiez son deuil, que vous acceptiez sa mort, et que des décennies plus tard, cette personne réapparaisse comme si de rien n'était, avec des secrets qui défient toute logique. La plupart des disparitions sont résolues rapidement, mais certaines personnes s'évaporent sans laisser de traces pour réapparaître des années plus tard, bien vivantes. Où étaient-elles? Pourquoi sont-elles parties? Que s'est-il vraiment passé pendant tout ce temps? Nous allons découvrir 5 histoires vraies de personnes qui ont disparu, sont revenues et ont laissé derrière elles plus de questions que de réponses. C'était une journée ordinaire dans les forêts de Toscane, en Italie, jusqu'à ce que 2 cueilleurs de champignons fassent une découverte inattendue près de Cala Violina, un coin paisible le long de la côte de la Maremme. Ils tombent sur un homme vivant, reclus au cœur de la forêt. Il portait une barbe épaisse, avait le visage sale et semblait avoir survécu là pendant des années. Lorsqu'on lui demanda qui il était, il répondit calmement qu'il était espagnol et qu'il s'appelait Carlos, vivant ici depuis 20 ans. Si cette vidéo vous captive déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Carlos n'était pas n'importe qui. L'homme s'identifia comme Carlos Sanchez Ortiz de Salazar, un nom qui avait autrefois fait la une des journaux nationaux. En 1995, Carlos avait disparu de son domicile à Séville, en Espagne. Il avait alors 26 ans, était médecin et luttait discrètement contre de profonds troubles émotionnels. Un jour, sans prévenir, il avait tout quitté, sa famille, sa carrière, sa vie. Après des années de silence, Carlos fut déclaré légalement morte en 2010. Sa famille avait fait son deuil, accepté la perte et tenté d'avancer. Mais il n'était pas mort. Il vivait seul, hors du système, dans les forêts italiennes. Lorsque les cueilleurs de champignons l'ont rencontré, Carlos ne semblait pas vouloir renouer avec le monde extérieur. Il leur montra son ancien passeport pour confirmer son identité, mais insista sur le fait qu'il voulait qu'on le laisse tranquille. « Maintenant, je dois m'enfuir », leur dit-il, avant de disparaître à nouveau. Avant son départ, les cueilleurs prirent des photos de ses papiers d'identité et contactèrent Pénélope, une association italienne qui aide les familles de personnes disparues. Grâce à cette association, l'information arriva jusqu'aux autorités espagnoles, qui prévinrent ensuite la famille de Carlos. Ses parents, Amelia et son père, se précipitèrent en Toscane, espérant revoir enfin leur fils après 20 ans d'angoisse et de doute, mais à leur arrivée, Carlos avait déjà disparu. Son campement, une bâche tendue entre 2 arbres et quelques bidons pour récupérer l'eau de pluie, avaient été démontés. Il ne restait aucune trace de lui. Ses parents commencèrent alors à fouiller la forêt eux-mêmes, désespérés dans l'espoir d'apercevoir ne serait-ce qu'un signe de lui. La disparition de Carlos était liée à une douleur émotionnelle profonde. Il était clair qu'il ne voulait pas revenir à sa vie d'avant. La nature était devenue son refuge. Il avait vécu totalement isolé pendant 2 décennies, évitant tout contact humain. Pour lui, la forêt offrait un réconfort que le monde extérieur ne pouvait lui donner. Sa mère, Amelia, confirma que l'identité était bien réelle. C'est lui, il est vivant, et c'est tout ce qui compte. Elle comprenait cependant qu'il puisse ne pas vouloir revenir. « Nous respectons sa liberté », dit-elle, « mais nous ne partirons pas tant que nous ne l'aurons pas serré dans nos bras, ne serait-ce qu'une dernière fois. » Sa sœur Olga partagea un message de reconnaissance. « Merci de nous avoir redonné un peu d'espoir.
Un peu de soulagement après toutes ces années de douleur, écrivait-elle en ligne. Des habitants de la région racontèrent avoir vu de temps à autre un homme discret marcher dans les bois, mais personne ne l'avait jamais approché. Il était devenu une sorte de fantôme, quelqu'un qui vivait à côté du monde sans en faire partie. Nous sommes en 1991 dans un petit village de l'est de la Roumanie. Vasil Gorgos, un agriculteur de 63 ans, quitte son domicile pour ce qui devait être un court voyage d'affaires. Il avait l'habitude de se déplacer régulièrement pour vendre du bétail et revenait toujours à l'heure. Ce jour-là, il part avec un billet de train, aller-retour en poche, promettant à sa famille qu'il serait bientôt de retour. Mais cette fois, il n'est jamais revenu. Les heures passent, puis les jours, et l'inquiétude grandit. Vasil était connu pour rester en contact et suivre une routine bien réglée, ne parvenant pas à le joindre sa famille. Alerte la police, une enquête est ouverte, mais aucune trace de lui n'est retrouvée. Les jours deviennent des semaines, puis des mois. Toujours sans réponse, rien n'avait de sens. Vasil était un homme de principe, et sa disparition soudaine laisse sa famille et toute la communauté sous le choc. Le 29 août 2021, soit 30 ans plus tard, une voiture s'arrête devant la ferme des Gorgos. Un vieil homme en descend. À leur grande stupéfaction, c'est Vasil. Il semble désorienté comme s'il ne reconnaissait même pas sa propre maison. Il a désormais 80 ans, mais un détail est encore plus troublant. Il porte exactement les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. La famille est sidérée. L'homme disparu depuis 3 décennies se tient là devant eux. Vasil semble perdu aussi bien physiquement que mentalement. Il ne se souvient pas vraiment de sa vie, ni même de ses enfants. Lorsqu'on lui demande où il était, il répond « à la maison ». Un autre élément intrigue. La voiture qu'il a déposée est repartie si rapidement que personne n'a pu relever la plaque d'immatriculation. Et dans la poche de Vasil, un billet de train valide pour le même trajet que le jour de sa disparition. Des examens médicaux révèlent que Vasil est étonnamment en bonne santé pour son âge. Les médecins détectent quelques troubles neurologiques, mais les attribuent principalement au vieillissement. Sa mémoire des 30 dernières années, en revanche, est complètement effacée. Il se souvient de son année de naissance et du décès de sa femme, mais peine à reconnaître son propre fils et sa fille. Nous sommes à l'été 1981, à Seaside en Californie. Mary Louise Day, âgée de 13 ans, vit avec sa mère, Charlotte, et son beau-père, William Houle, un militaire en poste à la base voisine de Fort Ord. L'enfance de Marie a été instable, marquée par des séjours en famille d'accueil, une vie familiale compliquée et les multiples mariages de sa mère. Juste avant sa disparition, une dispute éclate entre Marie et William. Cette nuit-là sera la dernière fois que quelqu'un la verra vivante. Sa disparition soulève immédiatement des questions. Ses 2 jeunes sœurs, Cathy et Sherry, apprennent que Marie a fugué, mais personne ne signale sa disparition, pas même ses parents. Et pendant des années, personne ne reparle jamais d'elle. Ce n'est qu'en 1994, plus de 10 ans plus tard, que Sherry, devenue adulte, déclare enfin sa sœur disparue. Lorsque les enquêteurs se penchent sur l'affaire, ils découvrent des éléments troublants. William avait des antécédents de comportement agressif envers Mary. Lors d'un interrogatoire en 2003, il admet avoir été furieux contre elle la nuit de sa disparition, l'accusant d'avoir blessé son chien. Il reconnaît avoir perdu le contrôle et dit qu'il aurait pu lui faire du mal, sans aller jusqu'à une confession directe. À un moment donné, il déclare même « Un démon en moi aurait pu tuer Mary ». En 2003, à Phoenix, en Arizona,
Lors d'un banal contrôle routier, une femme est arrêtée. Elle s'identifie comme Mary Louise Day et présente un permis de conduire valide à son nom. Cette révélation choque tout le monde. La femme semble connaître quelques éléments du passé de Mary, comme le nom de sa mère, mais ne se souvient pas d'événements clés, notamment de la fameuse dispute avec le chien. Les tests ADN confirment qu'elle est la fille biologique de Charlotte. Pourtant, la police reste sceptique. Cette femme parle avec un fort accent du sud des États-Unis, alors que Mary a toujours vécu en Californie. Selon des experts, il est peu probable qu'un tel accent apparaisse sans avoir vécu des années dans le sud. Son récit ne correspond pas aux informations connues de la famille et des enquêteurs. Cette femme surnommée Phoenix Mary suscite de sérieux doutes. Nous sommes le 8 février 2002 à Lititz, en Pennsylvanie. Brenda Heist, mère de 2 enfants, âgée de 42 ans, vient de déposer ses enfants à l'école, Morgan 8 ans, Ellie 12 ans. Une matinée comme une autre en apparence, mais peu de temps après tout bascule, Brenda traverse une période difficile. Son mariage est en train de s'effondrer. L'argent manque et elle vient tout juste de se voir refuser une aide au logement. Désespérée, elle s'assoit seule sur un banc dans un parc, en larmes. Alors qu'elle pleure, un groupe de sans-abri la remarque. Il s'approche, lui demande si elle va bien et l'écoute raconter sa situation. Puis contre toute attente, ils lui font une proposition. Partir avec eux en Floride. Sur un coup de tête, Brenda accepte. Elle abandonne sa vie, ses enfants, sa maison et ne se retourne pas pendant 11 ans. Brenda vit dans le secret. Elle change de nom. D'abord Kellan Smith, puis d'autres identités au fil des années. Son ancienne vie disparaît. En Floride, elle passe les 2 premières années à dormir sous des ponts, vivant de restes récupérés dans les restaurants. Une vie rude, mais peu à peu, les choses évoluent. Elle rencontre un homme avec qui elle vit plusieurs années dans une caravane. Ensemble, ils effectuent des petits boulots, nettoyage de bateaux, travail journalier. Puis en 2013, tout bascule. Brenda, désormais âgée de 53 ans, entre dans un commissariat en Floride et révèle sa véritable identité. Elle venait d'être arrêtée pour une violation de probation et son alias avait déclenché une enquête plus approfondie. C'est alors que les autorités découvrent la vérité. Brenda Heist, disparue depuis 11 ans, est toujours vivante. Son retour choque tout le monde. Morgan, désormais adulte, exprime sa colère en ligne. Elle a passé des années à pleurer sa mère sans savoir que celle-ci était partie volontairement. Elle dit espérer pouvoir pardonner un jour, mais seulement pour sa propre paix intérieure. Son père Lee est lui aussi bouleversé. Après des années de suspicion, de douleur et d'incertitude, il déclare ne pas vouloir revoir Brenda, préférant avancer. Nous sommes à l'automne 1965 à Columbus, dans le Nebraska. Jacqueline Rains Crackman, 18 ans, et Melvin Oel, 31 ans, disparaissent sans prévenir. Jackie est une jeune mère de 2 enfants. Melvin, père de 4 enfants. Leur disparition choque la petite ville et laisse leur famille dans l'incompréhension totale. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est l'absence de preuves concrètes et les circonstances étranges qui entourent leur départ. À cette époque, Jackie et Melvin étaient un chacun mariés à une autre personne. Jackie vivait dans la banlieue de Columbus avec son mari et ses enfants. Melvin était gérant d'une coopérative locale et avait également sa propre famille. Bien qu'il soit engagé dans d'autres relations, les deux avaient discrètement entamé une liaison. Jackie est la première à disparaître le 24 septembre 1965. Elle s'évapore littéralement de Columbus. Sa famille est immédiatement inquiète. Elle a laissé ses 2 jeunes enfants derrière elle.
ce qui n'a aucun sens pour ceux qui la connaissent. Son frère Jim déclare plus tard qu'elle parte sans revenir, ce n'est pas ma sœur. Un mois plus tard, le 24 octobre, Melvin disparaît à son tour. Pendant des décennies, l'affaire reste non résolue. Les enquêteurs suivent toutes les pistes possibles, mais rien de concluant ne ressort. Jackie et Melvin restent portés disparus et leurs familles vivent sans réponse. Puis en 2009, soit 44 ans plus tard, tout bascule. La police reçoit un appel anonyme. Cette information les mène à une découverte inattendue. Jackie et Melvin sont vivants. Pendant tout ce temps, ils vivaient sous de nouvelles identités dans une autre ville, loin du Nebraska. Les enquêteurs confirment leur identité après les avoir eus au téléphone. Mais le couple refuse de s'exprimer davantage. Ils demandent simplement qu'on respecte leur vie privée. La nouvelle est un choc. Michelle, la fille de Melvin, déclare ne pas comprendre comment un parent peut abandonner ses enfants. Ces 5 histoires nous rappellent que derrière chaque disparition se cache une vérité complexe, parfois douloureuse, parfois inexplicable. Certaines personnes disparaissent pour fuir une douleur qu'elles ne peuvent exprimer, d'autres pour recommencer une nouvelle vie, mais toutes laissent derrière elles des familles brisées et des questions qui hantent ceux qui les aiment. Ces mystères continuent de nous fasciner, car ils révèlent la complexité de l'âme humaine et notre capacité à disparaître complètement du monde que nous connaissions. À très vite pour une nouvelle vidéo d'une histoire flippante.